Cette semaine dans le balado, on retrouve Poudlard dans les années 1930. On se balade à Paris, dans le quartier des Olympiades, et on voit Notre-Dame brûler tragiquement sous nos yeux. Bienvenue à mon ciné balado. Vous êtes en compagnie de Patrick Marleau et Jean-François Breton. Bonjour Jeff. Salut Patrick. Alors, on a une belle brochette cette semaine, des offrandes assez intéressantes, mais avant de venir aux sorties de la semaine, on va faire un petit retour de l'actualité cinématographique. Absolument. Surtout des nouvelles de compétition et de festivals. Une grosse semaine pour Cannes et pour le gala cinéma, Québec Cinéma. Québec Cinéma, oui. Alors, c'est ça. Donc, on pourrait dire les films qui sont en compétition à Cannes ont été dévoilés. Oui, et c'est tout frais. Écoute, on les nommera pas tous, là. Il y en a une pléiade? Ouais, ou une trolley en mot québécois. Une trolley. Parce qu'il y a toujours la compétition officielle. Ouais. En plus, t'as un certain regard et t'as des films hors compétition qui sont juste présentés là, sûrement c'est pour moyennant le bling, quelques frais. C'est là. Pour faire venir les grosses vedettes sur la croisette. Exactement. S'entend. D'ailleurs, le film d'ouverture qui est hors compétition, c'est Z comme Z de Michel Hazanavicius, qui est avec Romain Duris et Bérénice Bejo, et c'est un remake français, finalement, de One Cut of the Dead, ou c'est-tu One Cut for the Dead? Je pense que c'est One Cut for the Dead. En tout cas, un film indie japonais de zombies, qui avait comme des zombies pendant un tournage de film d'horreur, une affaire de même. D'accord. J'en avais entendu parler en bien, mais je l'ai pas vu, fait que là, c'est, ça a l'air un côté très funné là-dedans, là. Romain Duris qui joue le rôle du réalisateur amateur et qui gueule après ses comédiens et tout, là. Fait qu'à date, si vous checkez sur Internet, il y a comme 2 mini-clips de comme 15 secondes, là, les pré-teasers, si on veut. Dans les compétitions, on note notamment Crimes of the Future du Canadien David Cronenberg. Encore un genre de sci-fi horreur qui a l'air quand même assez weird, ouais. Avec son acteur fétiche, quasiment Viggo Mortensen, et avec Kristen Stewart et Léa Seydoux. Et c'est déjà prévu pour juin au Québec, en fait. Il y a un teaser disponible, là, c'est MK2 Myland, nouvellement Sphere Film, en tout cas, qui distribue. J'ai remarqué Stars at Noon de Claire Denis, qui est aussi une habituée quand même de cette cérémonie avec High Life, Un beau soleil intérieur. Tori Nlokita des Frères Dardenne. Armageddon Time de James Gray, qui nous avait offert Ad Astra, The City of Z. Triangle of Sadness de Ruben Östlund, lui qui avait gagné la Palme d'Or en 2017 avec The Square. Showing Up de Kelly Reichardt, qui est First Cow, Meeks Cut Off, assez indie américain, mais qui a fait de bons films dans les dernières années. Broker de Hirokazu Korida, qui avait gagné, lui, en 2018 avec Shoplifters, Fait que du cinéma international. Il y a aussi Park Chan-wook, qui avait fait Old Boy et The Handmaiden, je pense, qui nous présente Decision to Leave. Fait que tous ces films-là, la plupart, là, souvent, vont être achetés par la suite pour les droits ici, puis qu'on va pouvoir les voir sur nos écrans. Donc, à noter qu'il n'y a pas de participation québécoise cette année. Non, on avait été quand même gâtés dans la dernière décennie ou presque. Il faut dire que Xavier Dolan est un habitué. Là, je pense qu'il n'y a pas de nouveau film qui s'en vient. En tout cas, ça non, exactement. Pas cette année, visiblement. Alors, à suivre, donc le Festival de Cannes aura lieu du 17 au 28 mai, pour ceux qui vont suivre ça assidûment. Ceux qui veulent y aller? Oui, si c'est possible. Sinon, donc le gala Québec Cinéma. Québec Cinéma, je mélange toujours. Qui remet les prix Iris. Voilà. Ouais, donc... Feu les jutras. Oui. Mais voilà. Alors, on connaît les finalistes qui se disputeront les prix. Puis quand même, il y en a quelques-uns qui ont une bonne récolte, là, il faut le souligner quand même. Ouais, ben juste d'entrée de jeu, je peux dire la nomination du meilleur film, souvent, c'est ce qui retient l'attention. Là. Contrairement aux Oscars, on n'a pas 10, là. Il y en a 5, nous autres. Il y a Beans, Les oiseaux ivres, Maria Chapdelaine, Norbourg, qui prend l'affiche dans une semaine, puis Sin la Habana, qui était un film... je sais pas comment dire, un peu de danse qui avait pris l'affiche l'été dernier et visiblement, il va falloir que je le revoie. Que je le vois, parce qu'il récolte quand même 7 nominations partout. Mais là, les grands chevaux de course, Maria Chapdelaine et Les Oiseaux Ivres ont 16 nominations chacun. L'Arracheuse de temps en a 13, 11 pour Beans. Aline et Bootlegger en ont 8.
Et Norbourg en a 6, justement, qu'on pourra voir bientôt. Toutes les autres, c'est des films qui ont joué dans la dernière année. C'est juste que la fenêtre avait de nomination et tout, avait un petit lousse. Fait que c'est quand même rare. Dans le cas d'ici, il faudrait que je regarde. C'est juste que les dernières années, la date a un peu tout le temps changé à cause des fermetures de cinéma. Ouais. Fait qu'il y a eu un peu d'ouverture à ce niveau-là. Fait que c'est pas une période de 12 mois bien fixe, là. Fait que ça bouge un petit peu. Je me souviens pas quand sera le gala. En juin, je pense, par exemple. Il me semble que oui. Genre la première semaine de juin, là, quelque chose de même. Donc, on vous reviendra avec la date. Mais fort à parier que dans les prix techniques, l'arracheuse de temps et Maria Chapdelaine vont probablement s'arracher quelques prix. Mais moi, je mets un petit 2 meilleur film pour Les Oiseaux Ivres. Je pense que j'ai l'impression que c'est lui qui va se sauver avec la statuette. Pas toi? Peut-être. Je sais. Je le regarde, je les ai sous les yeux. Ouais, c'est sûr qu'il y a des très belles qualités. Ah, ben, ils en ont tous, hein? Ils en ont tous. Oui, certain. Ah, je sais pas, je vais y repenser avant de me commettre. D'ailleurs, la cérémonie va être animée par Geneviève Schmidt. Puis la cérémonie des prix techniques, parce que aussi tout n'est pas en ondes. Ouais, exactement. Ça va être animé par Guillaume Lambert, que je crois que tu apprécies. Bien sûr. Et justement, on a vu la bande-annonce de son prochain film, Niagara, qui va sortir en septembre. Une comédie très intrigante, surtout en termes de casting quand même, là, parce qu'on parle de Guy Jodoin, d'Éric Bernier, super intéressant, mais François Pérusse... qui joue 3 frères, finalement. Oui, puis à ma connaissance, c'est la première fois que je le vois au générique de... il avait été dans Les Scènes fortuites, François Pérusse, mais tu sais, c'est un assemblage de plein de mini-scènes, de mini-trucs. Fait qu'il devait avoir très très peu de temps d'écran, là, c'est quasiment un caméo. Mais visiblement, il faut croire qu'il a réussi à avoir une certaine confiance ou amitié envers Guillaume pour qu'il lui dise non, ce rôle-là, ça marcherait. Soit c'est un teaser d'à peu près 1 minute, puis il est lui-même comme on le connaît, là, à faire des mauvais jeux de mots. Fait que je trouve ça très, très charmant. Donc, je pense que si vous aimez vos comédies un peu... comment la qualifier, Guillaume Lambert, quand même un style d'humour assez particulier. Là. Pour ceux qui connaissent peut-être pas inaccessible, non, mais pas juste... inaccessible, mais il provient de l'émission Like Moi, là, pour ceux qui connaissent peut-être un peu moins, mais il y a quand même un sens d'humour un peu aiguisé, là, pas dans l'absurde, mais... c'est ça. Je pense que ça va être super intéressant. Juste la prémisse du film, dans le fond, les 3 frères qu'on imagine se voient plus sont réunis pour aller aux funérailles de leur père. Il faut qu'ils aillent à Niagara Falls. Puis leur père est décédé en faisant un Ice Bucket Challenge, là, dans le temps qu'on se versait une chaudière d'eau froide pour la maladie de Lou Gehrig, là, quelque chose comme ça. Fait que c'était pour conscientiser, mais bon, à chaque fois... Est-ce que tu l'avais fait, toi, John? Non, j'ai pas fait. J'attendais que quelqu'un me nomine pour le faire. Non, c'est pas vrai, je sais pas. Moi, j'avoue que je l'ai fait. Ah ouais, OK. C'est parce que ça conscientise, mais après ça, est-ce qu'on fait vraiment quelque chose... C'est très éphémère. Ouais. Mais je me souviens que c'était la grosse affaire, genre quoi, 2014, 15 peut-être? Ouais, peut-être 15-16 dans ces années-là. Écoute, je pense que c'est le seul truc que j'ai participé à une espèce de mouvement. De mouvement des réseaux sociaux. Là. Ouais, parce qu'à part commenter les films, t'es assez tranquille. Ouais. Avais-tu d'autres nouvelles? Ou... Non, je pense que ça fait pas mal le tour pour nos actus. Fait qu'est-ce qu'il y a au cinéma cette semaine? Est-ce qu'on parle... allons-y avec nos films français. Alors, Notre-Dame brûle, la suite de Notre-Dame de Paris. Non, c'est pas ça du tout. Ce n'est pas une suite au roman de Victor Hugo. Évidemment, ça parle de cette tragédie qui a eu quand même 3 ans, quasiment jour pour jour, en avril 2019, que Notre-Dame avait brûlé. On a vu ça à la télé et... Écoute, c'est sûr que c'était... En fait, c'est 3 ans pour jour pour jour. C'est ça, parce que la sortie est le vendredi 15 avril, puis c'est ça, c'était le 15 avril 2019. Donc, voilà. Alors, tu vois, rien n'est pas dépendamment quand vous écoutez ça. Là. Donc, c'était vraiment saisissant de voir ces images-là aux nouvelles et tout ça, donc circuler. Alors, c'est Jean-Jacques Hano,
peut-être le plus américain des réalisateurs français. Je sais pas s'il bat Luc Besson, mais... Ouais, c'est vrai que Besson est dans cette tasse. Mais il a une bonne carrière internationale aussi, c'est vrai, Jean-Jacques Hano. Connu évidemment pour Le Nom de la Rose, film des années 80. Je pense que ça demeure encore son plus connu, peut-être plus apprécié. Ouais, je dois m'en confesser que je l'ai jamais vu. Seven Years in Tibet, Enemy at the Gates. Quand même une filmographie aussi variée. C'est ce qui est intéressant quand même avec Jean-Jacques Hano, avec des animaux ouais, comme c'est ça, le dernier loup, l'ours. Ouais. Alors, on l'a dit d'entrée de jeu, mais de quoi plus précisément nous parle un peu Notre-Dame brûle? C'est une reconstitution des événements, justement, du 15 avril 2019, alors qu'il y a un violent incendie qui s'est déclaré dans la cathédrale Notre-Dame de Paris. Fait que ce qu'on voit en image, c'est toutes, disons, les femmes et les hommes qui s'affairent à sauver la cathédrale, finalement. Fait que oui, on va suivre des sapeurs-pompiers, des pompiers, mais aussi le personnel de l'église et du clergé qui veulent protéger des œuvres, des choses comme ça. C'est une course contre la montre de protéger le patrimoine qui était dans la cathédrale, là, évidemment. Exactement. Fait que, tu sais, je veux dire, vous avez dû voir aux actualités, là. Elle a fini par tenir debout. On a réussi à stopper le brasier, mais tu sais, non sans avoir eu chaud. Oui, c'est ça. C'est un mauvais jeu de mots, parce que ça passe assez proche quand même que ça soit complètement rasé. Et on le voit d'ailleurs dans le film quand même, là, tous les contraintes et les obstacles pour permettre aux pompiers finalement d'arriver, parce que l'alerte est déclenchée, mais on pense que c'est une fausse alerte. Donc, ça a pris quand même un certain temps avec que les pompiers arrivent sur place, ce qui a peut-être contribué aussi là, à l'étendue des dommages. Puis, en pleine heure de trafic, Paris. Et ce qui est intéressant dans le film, c'est qu'on voit aussi que c'est un endroit, c'est un lieu non conventionnel, là, c'est pas un édifice moderne non plus. Non, c'est ça, c'est pas sur le code du bâtiment. Là. Non, c'est ça. Là. Donc, on voit tous les défis là, auxquels les pompiers là, faisaient face. Sauf qu'il y a tu sais, Jean-Jacques Hano a fait un travail de recherche là, incroyable. C'est ce qu'il disait. Il a commencé, je sais plus, je pense qu'il s'est fait approcher. Pour ça, il a lu tous les documents qu'il avait sous la main à ce moment-là. Puis, tu sais, ça s'est fait très rapidement, là, en 3 ans. Là, ouais. On n'a pas eu le temps de chômer. Puis, il a trouvé ça tellement magique. Il dit, tu sais, c'est comme... C'est un film, là, comme tristement, c'est arrivé, mais c'est un film en soi. Il dit, t'as le meilleur protagoniste, c'est comme une église qui a je sais pas trop combien de centaines d'années, puis qui est connue à travers le monde. Puis t'as genre le meilleur méchant que même un film Marvel pourrait pas inventer, c'est le feu, tu sais. Puis ça paraît dans le film, là, c'est super présent. Tu sais, ceux qui ont toujours froid dans une salle de cinéma, là, vous pouvez y aller en camisole voir ce film-là, vous allez avoir chaud, c'est sûr. Et d'ailleurs, c'est ce qui est intéressant aussi en lisant que toute la reconstitution, donc ça a été réellement fait, il n'y a pas de trucage numérique. Donc tout le feu, c'est du vrai feu vraiment qu'ils ont manipulé dans des décors et tout ça. Et ça se voit parce que des fois, là, quand on fake un peu du feu, là, c'est pas toujours évident. Là, donc, ouais, c'est ça. Les éléments naturels, l'eau et le feu, là, ça apparaît souvent. Et donc, pour ça vaut vraiment la peine de voir ça sur grand écran, l'ambiance, l'atmosphère. Et à noter que, bien évidemment, ils n'ont pas tourné à Notre-Dame, mais ils se sont servis d'une autre cathédrale, celle de Saint-Étienne à Bourges, qui ressemble beaucoup, évidemment, à celle de Notre-Dame. Et je pense que c'est pas mal le tour pour ça. C'est ça. Donc, je disais, j'avais lu en entrevue Jean-Jacques Hano, pour finir, si vous posez la question, il disait que c'est pas un film sur la religion catholique, c'est juste que comme lui, il dit, il a fait des films sur plein de religions différentes, là. C'est juste qu'il y a un respect pour ceux qui ont la foi en tant que tel, fait que c'est un monument tellement historique, oui, c'est pas tout blanc ce que la religion catholique a fait au fil du temps, mais c'est juste... C'est comme une scène de vie humaine tellement impressionnante, puis voir tous ces gens-là à l'œuvre, parce que c'est surréel. T'sais. Pour la région parisienne, c'est une tragédie, là, parce que, je veux dire, qu'est-ce qui caractérise Paris visuellement? C'est la Tour Eiffel puis Notre-Dame. C'est les deux pôles, là, c'est tout ça. À fait. Là. Puis la Tour Eiffel peut difficilement brûler. Plus dur, effectivement. Là, ça ferait une marque de plomb, comme on a pu voir quand même, parce que ça aussi, c'était quand même intéressant de voir dans le film le plomb fondre et tout ça, couler du toit. C'est ça, et... qui devient assez problématique. C'est pas bien du plomb. Là. Non. Puis, d'ailleurs, il y a un film sur la Tour Eiffel dans 2 semaines. Fait que les monuments français sont à l'honneur. Ben oui, effectivement. Alors, on va changer de quartier pour se diriger dans le quartier des Olympiades, d'un film de Jacques Audiard, quand même qui nous habitue à des films assez punchés. Je me rappelle entre autres Un prophète, là, qui était quand même assez... Ouais, je pense que c'est sa plus grosse peut-être carte de visite. Il y a De Rouillé d'os aussi, qui c'était beaucoup...
fait voir, je pense qu'il avait gagné la Palme d'Or. Ça serait... prenez pas ça pour du cash, là, mais... Peut-être César, en tout cas, je sais qu'il en a gagné quelques-uns. Ouais, sûrement. Alors, c'est une adaptation d'une bande dessinée américaine qui s'intitule Les Intrus du BDiste Adrian Tomine. Alors, de quoi nous racontent les Olympiades? On est dans le 13e district à Paris, qui est surnommé les Olympiades. On est vraiment dans des rencontres comme amoureuses et sexuelles de fin vingtenaire, début trentenaire. Fait que t'as Émilie qui rencontre Camille qui est un garçon, qui lui est attiré plus par Nora, mais elle-même, elle va, disons, plus croiser le chemin de Amber, qui est une cam girl ou une porn star en ligne. Fait que c'est une espèce de cocktail d'amitié et d'amants et de relations sexuelles là-dedans. Ce serait dur de décrire plus sans tomber dans des éléments précis de l'histoire. Tu sais, ce que Jacques Audiard disait, c'est qu'il n'a pas voulu dépeindre le portrait d'une génération. C'est pas sa façon de dire c'est tout de même que ça marche, vos enfants ou quoi que ce soit. C'est vraiment juste ces éléments-là. En lisant la bande dessinée qui s'est faite présenter, il a trouvé que c'était justement des personnages très, très forts, très vrais, puis il avait juste envie de dépeindre comme l'histoire de ces individus-là. Fait que c'est absolument des trucs qui se peuvent pour connaître des amis puis des choses comme ça, mais ça veut pas dire que c'est tout le monde qui est comme ça non plus. Non, c'est ça. En fait, c'est des histoires d'amour non conventionnelles, disons ça comme ça, mais avec quand même une histoire assez intéressante, surtout des personnages forts, comme tu dis, et tu mentionnais Ardon, dans le fond, aussi, qu'Audiard a co-scénarisé le film, mais avec deux femmes aussi, dont une quand même là, qui s'était fait remarquer pour le film. Ouais, c'est Céline Sciamma. Oui, c'est ça. Céline Sciamma qui a fait Portrait de la jeune fille en feu. Puis l'autre, c'est Léa Misius qui a fait Roubaix une lumière, puis Ava, qui sont deux films, ou en fait, les deux filles ensemble, c'est 3 films avec des femmes au premier plan, des personnages féminins justement forts et fortes et uniques. Ouais, c'est ce que j'apprécie. Donc, on sort des clichés, des sentiers battus un peu avec ce genre de personnages-là. Ça aurait peut-être une histoire quand même un peu cucu à la base, là, mais non, les personnages sont intéressants aussi. Et moi, j'ai un gros coup de cœur pour la comédienne Lucie Zhang, qui est une Asiatique. Et c'est ce que j'aime. En fait, Jacques Audiard, ce qui est intéressant, c'est que dans la plupart de ses films, il s'intéresse beaucoup aux minorités françaises et tout ça. Et pour une des rares fois, on voyait une Asiatique française aussi. Évidemment, avec la forte présence d'Arabes en France, on a vu beaucoup d'Arabes intégrés dans les films français. Mais je trouvais ça le fun d'avoir ce point de vue-là aussi, d'une Française asiatique qui vit à Paris, tout ça. Oui, c'est ça. Qui parle chinois avec sa sœur, avec sa grand-mère, mais bien français, pas d'accent et tout, là, qui a grandi en même temps, Paris. Ça peut être n'importe quel personnage. Ce personnage-là n'est pas obligé d'être asiatique nécessairement, mais je trouve ça le fun de laisser la place. Exact, je sais pas si... parce que ça, la bande dessinée, c'était plusieurs mini-histoires. Fait que lui, c'est inspiré de 3 petites histoires qu'il a trouvé le moyen de relier les unes entre les autres. Et j'ai bien apprécié aussi Noémie Merlan, là, qui était dans... était dans Portrait de la jeune fille en feu, justement, puis Jumbo, un peu plus récemment, où elle tombe en amour avec un manège. Ouais, c'est ça. Donc, quand même, une filmographie assez éclectique, mais elle a un charisme, elle a un petit quelque chose que je trouve intéressant. Là. Il y a aussi, dans ce film-là, c'est Ron ou Ron, je sais pas comment on le prononce, qui est un compositeur musicien électronique, style DJ, là, qui avait fait la musique pour La Nuit Venue aussi, il y a à peu près 1 an, là, qui avait été très remarqué. Puis, fait que je sais pas si ceux qui écoutent ce genre de musique, à la Daft Punk ou des trucs comme ça, là, fait que je sais que c'est un artiste établi, puis c'est une très bonne musique dans le film, justement, un style différent. Film aussi qui est en noir et blanc. Oui, il faut le souligner. De blanc très scintillant. Une belle direction photo quand même. Assez léché là, pour un film à petit budget quand même. Là, ça demeure c'est très intimiste. Là. Exact. Puis, sachez qu'il y a quand même son visa de 16 ans et plus érotisme. Fait qu'il y a... Soyez avertis, il y a quand même quelques scènes de sexualité pas si explicites, un peu crues, mais ça va pas trop loin quand même. Là. Puis... mais par contre, ce qui est intéressant, c'est que c'est pas juste comme des jeunes Français en noir et blanc qui font du sexe. Là. C'est plus que ça, le film. Ce qui est intéressant, c'est que t'es quand même au début trentaine, fin vingtaine, dans un âge où t'as sorti des études, t'as trouvé une job. Il y en a qui ont des jobs plus sérieux, il y en a des jobs plus temporaires dans le film. Puis
sais, tu penses que t'es comme accompli ta vie, mais là, tu réalises que la vie, c'est constamment, genre, évoluer, puis changer, puis essayer de régler tes problèmes personnels. Sinon, on n'a pas le contrôle dessus. Non, c'est ça. Fait que ce qui arrive, c'est qu'il y a beaucoup dans ces relations-là, ces personnes qui vont se croiser, et vont être mis face à leur propre, pas démon, mais juste leur propre problème. Tu sais, un des personnages qui est un peu plus narcissique, un qui est un peu plus condescendant, des choses comme ça que... C'est ça, tu continues à faire des erreurs. C'est pas parce que t'as 30 ans que t'as plus besoin de t'excuser, disons. Là. Fait que c'est ce côté-là qui est intéressant à voir. Fait que tu sais, je dirais autant pour justement plus la jeunesse ou du monde un peu plus vieux qui veulent revoir ça ou réaliser qu'on a peut-être encore bien des défauts qu'on n'a jamais réglés. Et moi, je suis allé faire une petite recherche, puis ça a quand même piqué ma curiosité pourquoi le quartier s'appelait les Olympiades. Ouais, vas-y. Donc, je ne connaissais pas, en fait, ce coin de Paris. Alors, le projet immobilier a vu le jour en 1969, donc après les Olympiques de 68, qui étaient à Grenoble, en France, et chacun des immeubles d'appartements et tout ça, porte le nom d'anciennes villes qui étaient des villes hautes des Olympiques. OK. Donc, c'est quand même intéressant. Il y en a même un qui s'appelle Montréal, parce que dans le fond, le projet s'est étalé jusqu'en 1977. Alors, on a eu les Olympiques en 1976. Alors, il y a un édifice à logement qui porte le nom de Montréal. Et ce qui est drôle, c'est qu'il y a des rues souterraines, tout ça, on les voit un peu dans le film d'ailleurs, ils se promènent sous terre. Et ces rues-là portent le nom des disciplines sportives. OK, fait que t'as la rue... Genre lanceur du disque. Mais tu sais, c'est juste des Olympiques d'été? Non. T'as-tu la rue Skeleton? Curling, je sais pas, effectivement. D'ailleurs, j'ai oublié, il y a un autre fun fact, mais c'est plus quand on dit que tout est dans tout. Pour les Olympiades, Jacques Audiard a travaillé avec Céline Sciamma puis Léa Missius. Sauf que pour Notre-Dame brûle, Jean-Jacques Hano a travaillé avec Thomas Bidegain, qui lui, d'habitude, c'est le collaborateur de Jacques Audiard, qui a travaillé avec lui justement au scénario d'Un prophète, Rouillé d'os. C'est Deep End, c'est lui, je pense, qui avait gagné la Palme d'Or. Puis même Les Frères Sisters, qui était le dernier film de Jacques Audiard en 2018 à peu près. Western atypique. Ouais, c'est ça, l'adaptation du livre du Canadien dont le nom m'échappe. Patrick Dewitt. Et voilà. Alors, allons complètement ailleurs. Un film qui est attendu par une certaine communauté, les Potterheads, les amateurs évidemment de l'univers d'Harry Potter. Alors, troisième volet des bêtes animaux fantastiques, Les secrets de Dumbledore. Donc, David Yates revient à la réalisation. Écoute, je pense que lui, il a sacrifié sa vie pour l'univers Harry Potter. Exact. Il a plus le 5e film. C'est ça. J'espère qu'il s'entend bien avec J.K. Rowling. Faut croire, parce qu'il revient tout le temps. Et on retrouve Eddie Redmayne, Jude Law en Dumbledore. Et un nouveau Mads Mikkelsen, quand même un acteur très apprécié, efficace, qui remplace Johnny Depp dans le rôle de Grindelwald. Donc, de quoi nous raconte ce nouveau chapitre de cet univers de magie? C'est ça, on continue à pourchasser, si on veut, le méchant Gellert Grindelwald, sauf que ce qu'on avait appris dans le film précédent, c'est que Dumbledore et Grindelwald ont fait une espèce de vœu de serment inviolable, un peu quelque chose comme ça. Fait qu'ils peuvent pas s'attaquer ou même vouloir s'attaquer l'un à l'autre. Fait que parce que précédemment, ils étaient amis dans leur jeunesse. Plus qu'amis. Oui, beaucoup plus qu'amis. On ne s'en cache pas ici. Des anciens amants. C'est ça. Et fait que pour contrer Grindelwald, qui, comme on avait vu dans le dernier film, était de plus en plus à vouloir éradiquer les moldus. Ça, c'est nous, c'est vous et c'est moi. Je sais pas si c'est vous. Moi, j'ai pas de pouvoir magique. Non, c'est ça, fait que comme il peut pas s'en charger lui-même, finalement, il demande à Norbert Dragono, Newt Scamander, de former une équipe pour essayer de contrer ses plans qui, lui, surprenamment, tente le coup par la politique. Ça a l'air d'une comédie dite comme ça, là. Mais c'est juste que dans le fond, il veut rallier tous les mondes de la magie, si on veut, à dire, il faut déclarer la guerre aux Moldus, ça n'a pas de bon sens. L'union, par exemple, des Muggles avec des magiciens. Donc, il y a beaucoup de rapprochements qu'on peut faire avec l'histoire et la politique. Et d'ailleurs, c'est pas caché. Je sais qu'à l'origine, lorsqu'on avait annoncé, en fait, c'était
supposé d'être 5 films. Là, on ne sait pas trop si on va se rendre jusque-là. Donc, vraiment, J.K. Rowling voulait vraiment explorer tout le côté sombre de la guerre en Europe, Deuxième Guerre mondiale. Donc, terminer avec la Deuxième Guerre mondiale et tout. Donc, on sent des relents de ça, de la montée de Grindelwald qui se compare à celle un peu de Hitler. Ouais, absolument. Et il y a tout le côté aussi très politique américaine aussi, là, avec de truquer des élections et tout ça. Il y a comme c'est ça. La légitimité de quelqu'un au pouvoir. Donc, moi, j'ai décodé un petit peu ça. Je sais que le deuxième film, le précédent était un peu moins apprécié. Là, on ne sera pas d'histoire quand même. Là. Ouais, l'ancien, c'était un peu égaré, je pense, dans plein de fanservice un peu, là, de mettre plein de noms et tout. Là, à l'inverse, ce qui est un peu drastique, c'est qu'il y a des personnages qui ont comme disparu, là, qu'on parle même pas, sont plus là. Étonnamment, j'oublie son nom, mais celle qui fait Tina, là, elle qui était l'oracle, là, que, disons, les aventures de Norbert, de Newt commençaient beaucoup. Et comme à peine là, il l'excuse en disant « elle pourra pas être là, elle travaille aux États-Unis à cette heure, et genre chef des oracles ». Puis on la revoit un petit peu plus tard dans le film, mais c'est tout. Fait que je sais pas si eux avait plus rien pour elle ou elle, ça y donnait pas trop. Parce que d'habitude, quand quelqu'un quitte un projet, il est là zéro, là, il est là quelques minutes. Ouais. Fait que c'est peut-être une question de conflit d'horaire, de tournage. Le film était tellement repoussé de fois aussi, des fois. C'est ça. Ça peut arriver, mais reste que dans l'ensemble, le film est beaucoup plus satisfaisant que le précédent. Oui, on remonte la pente, mais comme tu disais, on sait pas jusqu'où ça va aller, parce que là, du côté de Warner, on n'annonce plus en grande pompe qu'il en reste 2, puis qu'il va en avoir 5. Fait que, tu sais, je pense que c'est vraiment le box-office qui va dicter si ça continue. Mm-hmm. Puis on pourrait avoir une fin satisfaisante comme ça, là, parce qu'il y a quand même une certaine fermeture à l'intrigue, parce que de toute manière, on sait que Grindelwald... va pas mourir, là, parce qu'on le voit plus tard dans l'univers. C'est ça, il me semble, quand Voldemort cherche la baguette de Suro, on comprend que Grindelwald, il est juste à Azkaban, puis pour le restant de ses jours, fait que ça va pas finir qu'il va mourir, là. Il devrait juste se faire capturer. Donc, je pense que les fans finis de l'univers d'Harry Potter et de J.K. Rowling, je pense, ne seront pas déçus. Évidemment, il y a plein de belles petites créatures bien cute quand même. On est revenu avec pas mal d'animaux. C'est sûr qu'il y a encore ça... Bon, là, je m'excuserai, je connais pas tous les noms, là, mais son petit... Chellan qui appelait, quelque chose comme ça. Son genre de petit porc épic, hérisson qui veut des trucs d'or, puis la petite brindille, là, le genre de petit... Plante. Ouais, c'est ça. Lui, il les a tout le temps sur lui, mais il y a d'autres animaux. Dans annonce, on le voit, les genres d'espèces d'écrevisses scorpions qu'il faut qu'ils dansent. C'est quand même très sympathique. Quand même quelques bons combats de magie aussi à coups de baguette. Ouais, c'est ça. On a ramené ça, mais je trouve quand même que l'univers en général, ben là, on est rendu au 3e film. Vous avez dû déjà être rendu là si ça vous intéresse. Mais il y a moins le côté comme, tu sais, les premiers Harry Potter... On dirait que tu les découvrais enfant. Ouais. Puis là, on dirait quand même que les animaux fantastiques, bien que ça se passe avant... c'est fait pour comme les mêmes adultes là, qui ont grandi et non pas nécessairement pour les enfants. C'est parce que premièrement, on ne suit pas des enfants dans l'aventure, on suit des adultes un peu étranges, pas si charismatiques que ça. Tu sais, Jude Law est super bon. Je pense que c'est quasiment le meilleur casting qu'il aurait pu faire pour un jeune Dumbledore là, qui a quand même une quarantaine avancée, mais sauf que je pense pas que ça parle à un enfant de 7 ans. Là, effectivement, on a vraiment délaissé créneau très familial des romans de Rowling pour aller ailleurs, effectivement. Ouais, c'est ça, peut-être plus servir le public. Je dirais familial, oui, mais tu sais, un genre de 8 ans et plus, 10 ans et plus. 10 ans, c'est ça. Là. C'est comme, tu t'es tapé toutes les Harry Potter, voici d'autres aventures dans cet univers de magie, tu sais. Et à noter que c'est la version non censurée qu'on a droit sur nos écrans ici au Québec. Parce OK. Il y a une petite controverse cette semaine. Je ne sais pas, tu as vu ça passer? Non, oui, en fait, pour le public chinois, ils ont enlevé toute référence entre justement la liaison, la relation passée entre Grindelwald et Dumbledore. Donc, ils ont juste coupé une phrase ou deux qui dit mais bien que le thème revient quand même souvent, là, donc ça va peut-être détonner un peu là, quand on n'a pas toute l'information. Puis je sais qu'ils font ça aussi souvent. Écoute, c'est pas le premier film là, qu'on fait ça. Marvel le font aussi. Puis pour les pays arabes, entre autres aussi. Là, donc tout ce qui touche à l'homosexualité, évidemment, c'est bien touché là-bas. Mais par contre, tu m'apprends tant mieux pour eux, c'est qu'il va sortir en Chine. Parce qu'il y avait
gros films ne sortaient pas là-bas. Effectivement, c'est plus au compte-gouttes. Bon, ça aide le box-office, ça permet de se remettre sur les rails. Parce que ça, les 2 précédents volets étaient écrits juste par J.K. Rowling. Ouais. Puis ça doit être très singulier. Là. C'est comme c'est la productrice principale, c'est l'auteur, c'est elle qui a créé l'univers, mais au début, elle écrivait pour des livres, puis d'autres personnes, en fait, beaucoup. On l'a-tu mentionné que là, elle est aidée de. Non, on l'avait pas fait de scénariste. Steve Close, ouais. C'est ça, exact. Que lui, il a aidé à adapter aux écrans tous les Harry Potter, sauf le 5. C'était pas lui. Hein? L'Ordre du Phénix, c'était pas lui. Mais toutes les autres. Fait que là, elle faisait les 2 précédents tout seul. Puis là, il vient l'aider. Fait que je pense que ça aide quand même la franchise à être... Elle a besoin d'être entourée Parce que c'est ça, l'histoire tienne debout. Mais je sais pas, je la connais pas personnellement. Là. Je sais qu'elle a fait beaucoup de bavures dans ses statements politiques et sociales. Mais... voilà, fait que bref, je pense qu'il faut la cadrer, sinon... c'est pas parce qu'on est une bonne romancière qu'on peut être une bonne scénariste aussi. Disons ça comme ça. Ouais, c'est ça. C'est quand même deux approches complètement différentes. Donc, et ça sent. Je pense que justement, le scénario plus resserré, l'histoire aussi. Alors, les secrets de Dumbledore. Sinon, il y a quand même pas mal d'autres films qui prennent l'affiche aussi. Il y a le documentaire Animal de Cyril Dion, lui, qui nous avait offert Demain. Il y a, j'ai pas vérifié, peut-être en 2018, je pense, qu'à l'époque, elle avait fait avec Mélanie Laurent. Là, il est tout seul. C'est, par contre, les têtes d'affiche, si on veut, c'est 2 adolescents quand même éco-anxieux qui vont parcourir la Terre pour évaluer les catastrophes qui la menacent puis chercher des solutions pour la rendre plus habitable puis surtout plus équilibrée. Fait que avec le côté animal, on parle beaucoup justement de la biodiversité et de la sécurité et de l'intégrité des espèces partout, incluant l'homme, mais genre tous les animaux. Là, il y a un peu le constat que on mérite pas plus qu'un lapin d'être sur la Terre. Si Demain avait quand même été là, vu énormément, puis il n'y avait plus à beaucoup de monde, il y avait quand même beaucoup de positivisme dans le film. Je ne mentirais pas qu'Animal commence assez trash. Là. Ça commence à dire, tu sais, ça fait 4 ans qu'on ne s'est pas parlé, 5 ans, ça s'est pas amélioré, guys. Genre, il y a quelques images là, qui saisissent un peu. Au début, là, ça commence choc, là, genre, ouais. Fait que ça va pas bien, il y a du plastique dans l'eau, puis plusieurs animaux meurent. Cruauté animale. Ouais, c'est ça. Fait que le film va prendre quand même une note positive plus ça avance, par, dans le fond, les jeunes qui vont découvrir des trucs. C'est sûr qu'il y a le côté assez naïf, mais c'est quand même très cynique de réaliser comment le lobbying fonctionne. Puis dans le fond, plus tu as de l'argent, plus tu peux imposer tes demandes. Fait que finalement, c'est l'argent qui fait de l'argent. Fait que moi, je trouve que c'est un bon film à montrer justement des ados secondaires, cégep, et de lancer des discussions avec eux. Je trouve que c'est un beau film à discussion. Il y a matière à parler, à échanger. Le côté générationnel aussi, parce qu'évidemment, quelqu'un de 20 ans puis de 50 ans ne voit pas les choses nécessairement de la même façon. Donc, c'est ça. Mais le film n'est pas moralisateur tant que ça. Il dit pas exactement comment penser. C'est sûr que je m'en cacherai pas, je suis un petit peu plus à gauche en général. Fait que, mais c'est ça. C'est sûr qu'on nous montre, tu sais, il y a des plages remplies de plastique avec des poissons qui meurent, puis la pêche industrielle, c'est pas une bonne chose. C'est sûr que c'est un documentaire aussi qui est assez généraliste, là. On en voit beaucoup, surtout sur les chaînes de streaming. Souvent, il y a des documentaires spécialisés sur, disons, chacun de ces aspects-là. Lui, il touche à tout, fait que des fois, ça passe assez rapidement. Puis, par contre, comme tu dis, tu sais, pour discuter et tout, c'est très intéressant. Si vous êtes déjà super éco-anxieux, je sais pas à quel point ça va vous réconforter, là. Mais c'est ça. Le film finit avec une note de positivisme, mais c'est comme les cris d'alerte que les scientifiques lancent un peu partout. C'est comme, faut en faire plus, là, sinon ça va pas bien, là, tu sais. Fait que, tu sais, je pense pas que le film aurait pu finir en disant, finalement, tout est beau. Non, ça c'est ça aurait comme annulé son message, exact. Il y a d'autres sorties quand même. Il y a aussi le drame canadien Pauvre Petit Chagrin, All My Pony Sorrows de Michael McGowan, qui est une adaptation du best-seller de Myriam Toews, comme Jonathan Taves. Ouais. Puis ça met entre autres en vedette la Canadienne justement Alison Pill qu'on avait vu dans Scott Pilgrim ou dans Goon.
C'est l'histoire de 2 sœurs qui ont reçu une éducation très stricte selon les principes de l'Église ménonite. Puis l'une est pianiste de concert, disons, obsédée par l'idée de se suicider. Puis sa sœur, qui est Alison Peel, elle est écrivaine. Puis elle va comme lutter contre la décision de sa sœur, finalement, qui a fait une tentative qui a échoué. Sauf que pour comprendre davantage les raisons, elle va creuser un peu dans le milieu familial, puis surtout se retourner vers sa mère avec qui ils n'ont pas eu vraiment contact depuis 10 ans, alors que leur père s'était suicidé. Fait que... assez tragique, là. C'est vraiment drame, là. Il n'y a pas de comédie là-dedans. C'est ça, ouais. Mais très humain dans une certaine mesure. Et il y a le suspense, ça sera pas plus joyeux, le suspense biographique Ted Kay, qui est juste disponible en version anglaise de Tony Stone, qui avait été présenté en première à la Berlinale en 2021. Fait que ça a pris un certain temps avant qu'il soit distribué sur les écrans. C'est, peut-être le nom dit de quoi, c'est sur Ted Kaczynski, dans le fond, le Unabomber, là, le fameux... je me rappelle de ça. Mais c'est drôle parce que, je sais pas... Ah non, t'étais pas là. J'en parlais avec des collègues il y a genre une semaine, puis après, j'ai vu qu'il y avait ce film-là. On le savait même pas, personne. Le Unabomber, dans le fond, c'était un activiste qui envoyait des bombes beaucoup dans les universités, à la poste, dans des trucs comme ça. Dans le fond, lui, il était contre le progrès, si on veut, là, parce qu'il trouvait qu'on se fonçait dans le mur. Fait que c'était un peu le côté très extrême des documentaires à la demain. Puis c'est Sharlto Copley, qu'on a vu dans District 9, là, District 9. Ouais. Pas confondre avec District 31. Oui, effectivement. Mais c'est ça le film de science-fiction, là, qui est comment on appelle ça? Un Africain du Sud, qui vient d'Afrique du Sud, de Johannesburg, dans The A-Team aussi. Fait que les critiques sont très bonnes là, sur ce film-là et surtout son interprétation. Mais si vous aimez suivre un peu les genres de true crime, là, mais là, c'est la biographie. Tu sais, la semaine dernière, on avait Nitram qui était sur celui qui a fait des attentats en Tasmanie. Alors là, cette fois-ci, c'est Ted Kay, mais là, la distribution doit être assez limitée. Fun fact sur le film, une des productrices exécutives, c'est la Montréalaise Melissa Hofdermar. Ça m'a très surpris quand j'ai vu qu'elle était la bassiste de Old des Smashing Pumpkins, puis qu'il y a eu une carrière solo. Fait que c'est comme une super musicienne des années 90, puis productrice là-dessus. Et j'ai-tu un dernier film? Ouais, Father's Stew. Drame biographique religieux parce que c'est la fin de semaine de Pâques, le congé pascal. Alors c'est avec Mark Wahlberg et Mel Gibson et aussi Jackie Weaver. Alors c'est de fervents croyants hollywoodiens. Exact, surtout Mel Gibson. Puis si je me trompe pas, c'est sa conjointe qui est la réalisatrice du film. C'est un ex-boxeur qui finalement a comme une nouvelle passion pour la chrétienté. Donc, il étudie pour devenir prêtre, puis il va voir sa foi mise à rude épreuve quand il va découvrir qu'il est atteint d'une maladie dégénérative incurable. Et si je me souviens bien, Mark Wahlberg a subi une transformation physique pour ce rôle. Je pense qu'il a pris vraiment beaucoup de poids et tout. Je sais que c'est beaucoup investi tant physiquement que financièrement, mais des nouvelles pour lui, ça ne sera pas le nouveau La Passion du Christ au box-office. Non, c'est ça, je pense pas. Là. Fait que Father's Stew qui est juste disponible en version anglaise aussi. Puis c'est ça pour cette semaine, mon cher. Excellent. Alors, chers auditeurs, vous revenez la semaine prochaine avec un film qui pique notre curiosité. Le film de Viking de Northman qu'on a hâte de découvrir. L'Homme du Nord. Et il y a également Norbourg de Maxime Giroux. Ben là, c'est parce qu'on l'a déjà vu, spoiler, mais on a très hâte de pouvoir vous en parler. Et si tout va bien aussi, on devrait avoir quelques entrevues avec les artisans du film. On vous prépare un épisode spécial Norbourg, donc on a bien hâte de tout mettre ça en place. Alors, on vous souhaite un bon congé pascal, du très bon cinéma et du popcorn au chocolat, qui sait.